This meeting is being recorded. Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette avant-dernière conférence de cette année universitaire. Et nous avons un sujet, cette fois, un sujet, disons, un petit peu atypique par rapport à nos conférences habituelles. Nous avons le plaisir d'accueillir Denis Bertrand, qui est professeur émérite de littérature et de sémiotique, Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Il est accompagné dans son exposé de Madame la professeure Véronica Esta-Estangue, qui est également professeure de littérature et de sémiotique. Alors, et son exposé est intitulé « Lieu de savoir, lieu de vérité, lieu de pouvoir, Notre-Dame et ses abords ». Alors, un petit mot d'explication. Pourquoi s'intéresser à la sémiotique? Alors, pour nous, du monde de la santé, médecins, la sémiologie, on sait ce que c'est. On a tous appris ça durant nos études de médecine. La sémiotique, c'est autre chose. Enfin, autre chose, c'est pas tout à fait la même chose que la sémiologie, même si c'est basé sur les signes. Et donc, ça nous a paru tout à fait intéressant de sortir de notre cadre habituel dans ce que notre ami Bonaventure Mveondo, qui est présent à cette conférence, appelle l'interculturalité. Et donc, pour aborder, partir d'un, je pourrais qualifier d'un exercice pratique, c'est-à-dire une étude sur Notre-Dame de Paris et ses abords, pour voir ce que c'est que véritablement la sémiotique et puis les retombées qu'il peut y avoir pour nous dans le monde de la santé. Voilà, eh bien Denis, on est très heureux de t'accueillir et nous t'écoutons. Merci beaucoup Étienne pour cette présentation et cette précision relative à la discipline que, que je vais mettre en œuvre avec vous sur un cas en l'orientant progressivement vers des questions qui pourront vous intéresser plus directement, à savoir la manière dont les problèmes de la vérité liés au savoir et liés au pouvoir prennent forme dans un espace urbain hautement valorisé et même sacralisé comme celui de l'île de la Cité où se trouve Notre-Dame de Paris. Alors, c'est pour vous présenter ce travail, je vais vous d'abord vous préciser le contexte, le contexte de cette histoire. Tout le monde, je crois, est au courant de ce qui se passe autour de Notre-Dame de Paris, sur Notre-Dame de Paris, après le dramatique incendie qui l'a détruite en 2021 et, et la mise en œuvre de la restauration. La cathédrale de Paris appartient à l'État. Euh, L'île de la Cité, l'entour de Notre-Dame, appartient à la ville de Paris. L'État est responsable de la restauration de la cathédrale. La ville de Paris est responsable de l'aménagement des abords de Notre-Dame et une initiative a été prise au Conseil de Paris de transformer, de rénover les abords de Notre-Dame à l'occasion de sa restauration. Pour cela, un concours a été lancé auprès des architectes paysagistes, un concours international qui a vu d'ailleurs concourir une quarantaine de dossiers. Et un dossier a été retenu après tout un processus de sélection dont je vais vous parler à la fin de cet exposé et qui a permis de valoriser, de mettre en œuvre, qui va être mis en œuvre dès les années 2024 lorsque la cathédrale sera restaurée. Et pour préparer les candidats architectes et urbanistes à cette projection de l'avenir des abords de Notre-Dame, 3 études ont été réalisées par la ville de Paris. Une étude historique, l'île de la Cité et son histoire, une étude urbanistique, l'île de la Cité et son environnement, et une étude sémiotique, que je dirais l'île de la Cité et ses significations. C'est cette étude que j'ai eu le bonheur, je dois dire, de réaliser et que je vais vous présenter en l'orientant progressivement vers la problématique qu'Étienne nous a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le parcours du savoir et du pouvoir ou du pouvoir et du savoir vers la vérité, vers ça, je dirais peut-être vers sa relativisation de la vérité.
Donc, donc c'est une étude qui aborde progressivement l'espace environnant de Notre-Dame selon trois perspectives. Je vous ai mis le sommaire ici. Une perspective sensible, c'est-à-dire comment on perçoit les choses avec la vue, avec le toucher éventuellement, comment on perçoit la matérialité de l'environnement de Notre-Dame. Une perspective narrative, qu'est-ce que ça raconte et quels sont les principaux acteurs mis en scène à travers les monuments, quels sont leurs rôles, quels sont leurs rapports de pouvoir, justement, et une perspective cognitive, c'est-à-dire comment le savoir et le croire sont-ils mis en scène sur cette île de la cité, à travers ces institutions, à commencer par l'institution religieuse, mais pas seulement, on va le voir, et comment cette perspective cognitive prolonge en quelque sorte les perspectives sensibles et narratives autour de la question de la vérité. Donc voilà ce parcours que je vous propose. Et comme je vous l'ai dit, elle repose cette étude sur des questions que m'avait posées la ville de Paris. Qu'évoque Notre-Dame de Paris pour quel type de public? Quelles sont les représentations de Notre-Dame au-delà de sa vocation cultuelle? Et qu'est-ce qu'on cherche à voir et à ressentir lorsqu'on visite la cathédrale et son environnement? Alors, j'ai proposé une étude sémiotique. Et Étienne le disait, il y a bien sûr un lien entre la sémiotique et la sémiologie, mais et la sémiologie au sens médical du terme, puisqu'au fond, c'est la même. C'est comment on dégage le sens de façon directe ou indirecte à partir des signes qui lui donnent accès. Euh, mais je dirais bien sûr que plus largement, la sémiotique s'intéresse aux différents langages, aux langues naturelles d'abord, l'oral tel que l'exprime dans une langue, les écrits, mais aussi les images, mais aussi les espaces, mais aussi les meubles et les immeubles, les décors, les sons et les musiques, bref, tout ce qui signifie. Et au fond, je définis souvent la sémiotique comme ceci, c'est une discipline qui a pour objectif de comprendre comment on comprend le sens quand on lit, quand on regarde, quand on touche, quand on écoute. Selon un mot du philosophe Paul Ricoeur qui a beaucoup dialogué avec les sémioticiens, il disait de la sémiotique, c'est une discipline qui consiste à expliquer plus pour comprendre mieux. Donc, on en attend quand même quelque chose, non pas comme un surplus de sens, mais comme une sorte de révélation, entre guillemets, du sens latent ou du sens qu'on ne perçoit plus par habitude. Vous voyez. Et c'est un petit peu l'exercice que je vais vous proposer de faire, qui va nous amener à interroger, au fond, la manière dont on perçoit le sens, finalement, hein, et dont on l'interprète, dont on croit en lui, parce qu'on croit dans le sens de ce qu'on voit. Et vous êtes dans un métier, évidemment, où le doute voisine souvent avec la certitude. Et donc, vous êtes confronté, et nous sommes, et vous l'êtes plus professionnellement, je dirais sans doute, confronté à l'inquiétude de la vérité. Mais c'est un peu ce parcours que je vais vous proposer en, en commençant par, en faisant asseoir en quelque sorte toute ma démarche sur une seule notion cardinale, qui est la notion de perspective. La perspective comme condition sémiotique préalable à la perception du sens. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde le comprendra, il est impossible d'imaginer la saisie du sens, quel qu'il soit, en dehors d'une condition de perspective. On est contraint par une perspective. C'est-à-dire, on voit le monde, après tout, du haut de notre mètre 60, 70 ou 80 quand on marche. Un chien basset ne le voit pas de la même hauteur. Et le monde s'organise entre le visible et l'invisible à partir des positions de perspective. De la même manière, quand un romancier écrit un roman, ben, il commence par un personnage, et puis après, il va en rencontrer d'autres. Et puis on se dit, mais il aurait pu commencer par d'autres. Il est obligé d'adopter la perspective d'un personnage. Même, je dirais, même dans le discours le plus scientifique, quand on cherche à s'abstraire le plus possible d'une perspective subjective, néanmoins, on sait bien, et l'histoire des sciences le montre, que les grandes révolutions scientifiques reposent sur des changements de perspective. Tout
le Soleil tournait autour de la Terre et à un moment donné, c'est la Terre qui s'est mise à tourner autour du Soleil. Grand changement de perspective. Donc cette perspective, c'est un concept pour moi très très fondamental qui détermine du côté du sujet observateur ce qu'on appelle le point de vue et du côté de l'objet observé ce qu'on appelle la focalisation. Pour donner un exemple de focalisation, vous voyez, le slow motion aujourd'hui, qui permet de voir une balle sortir du fusil parce que l'informatique nous permet d'avoir je ne sais pas combien de centaines d'images à la seconde, alors que notre œil naturel n'en a que quelques dizaines. C'est le slow motion, c'est un changement de focalisation qui donne évidemment à voir le monde autrement. La focalisation est évidemment disons, derrière ce mot-là, ce sont toutes les techniques de l'observation qui peuvent se trouver mises en jeu. L'observation de la cellule, par exemple, a été la transformation de l'observable de la cellule, est un des moteurs du progrès scientifique dans le monde médical, bien sûr. Donc l'importance de cette notion de perspective explique qu'elle se soit étendue au-delà du seul univers de la perspective visuelle à des univers abstraits. On parle d'une perspective argumentative, par exemple, à la question du temps, une perspective d'avenir, à la question de l'évaluation. Selon quelle perspective est-ce que vous nous présentez ce projet? Oui, oui, on se rend compte que la perspective, c'est une notion très transversale. Et pour ma part, je vais jouer, au fond, avec la perspective visuelle, la perspective narrative et la perspective cognitive, progressivement. Tout ça pour se focaliser progressivement, c'est mon petit carré rouge en haut, là, pour focaliser les questions du savoir, de la vérité et du pouvoir, dont l'île de la Cité offre à Paris un formidable concentré. Donc, perspective sensible, narrative, cognitive. Voilà à nouveau le plan qui défile. Je passe très vite sur cette diapo et j'en arrive à la première partie, donc la perspective sensible. Et on va commencer par, vous voyez, on va dérouler au fond le problème des perspectives avec un objet que tout le monde connaît, puisque quand on connaît les cathédrales, un objet qui détermine la perspective visuelle, sensorielle de la cathédrale, c'est à savoir le parvis qui se trouve devant les cathédrales. Et tout d'abord, une vision aérienne de Notre-Dame nous donne cette perspective plongeante, en quelque sorte, qui fait apparaître la centralité du lieu. La centralité avec les accès multiples qui permettent de l'apercevoir et de s'y rendre par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest, par tous les moyens terrestres. Il n'y a juste peut-être pas les moyens aériens pour l'instant, mais en tout cas les moyens terrestres et souterrains qui permettent d'y accéder. Je veux dire, au centre de l'île de la Cité, qui est au centre de Paris, qui est au centre de la France, on a avec la cathédrale de Notre-Dame une figure de la centralité par excellence. Et qui dit centre, dit rayonnement, évidemment. Hein. Pôle d'attraction, pôle de diffusion. Une figure de la centralité. C'est la première observation qui est vraiment très, très importante. Et or, dans cette perspective sensible, je voudrais montrer tout de même tout de suite quelque chose qui va nous intéresser par rapport à la question du langage visuel. C'est le décor urbain. On observe, si vous connaissez le lieu, un contraste architectural tout à fait étonnant sur l'île de la Cité, à savoir qu'on a deux grands édifices gothiques, la cathédrale de Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, qui représentent deux âges de l'architecture gothique, et tout un ensemble d'édifices du 19e siècle, la préfecture de police, l'hôtel-Dieu, le tribunal de commerce, le palais de justice, qui ont une architecture uniforme, contrastant avec la cathédrale, avec le gothique de la cathédrale et de la Sainte-Chapelle. C'est un élément extraordinaire par rapport à la perception du sens du bâti sur l'île de la Cité. Et pour cela, pour mieux le comprendre, je fais référence à un texte de Victor Hugo qui est très intéressant, qui m'a beaucoup éclairé dans ce travail sur l'espace de Notre-Dame et qui est beaucoup
marqué l'histoire de la restauration de Notre-Dame au XIXe siècle, il écrit dans ce livre: le livre va tuer l'édifice. L'imprimerie va tuer l'architecture, qui est le premier langage de toute civilisation. Il postule que l'architecture a été dans toutes les civilisations l'écriture principale, universelle. Quiconque naissait poète, dit-il, se faisait architecte. Or, il écrit: à partir de la découverte de l'imprimerie, l'architecture se dessèche. Dès le XVIe siècle, la maladie de l'architecture est visible. Elle se fait misérablement art classique. De gauloise, d'européenne, d'indigène, elle devient grecque et romaine. De vraie et de moderne, elle devient pseudo-antique. Or, ces traits architecturaux sont ceux-là même de deux grands bâtiments qui se font face sur l'île de la Cité, la préfecture de police et l'Hôtel-Dieu, en face des portails gothiques de la façade de Notre-Dame. Ce vis-à-vis est un vrai titre de problème. On voit bien que l'originalité gothique de la façade de Notre-Dame, très connue dans le monde entier, a un contraste étonnant avec l'architecture pseudo-antique de la préfecture de police, qui mime en quelque sorte une construction militaire romaine, comme on les faisait au XIXe siècle. Donc ça, c'est intéressant comme perspective pour aborder la question de la perspective sensible. Attendez, hop. Mon truc ne descend plus. Les perspectives spatiales. Ce qui est tout à fait frappant, si vous voulez, c'est l'histoire des transformations des perspectives spatiales. La verticalité, le sort de la verticalité et de l'horizontalité, le sort du proche et du lointain, le sort du dehors et du dedans. Comment dialoguent toutes ces dimensions entre le parvis, la crypte, les tours, la flèche, Notre-Dame. Alors tout d'abord, le parvis. Le parvis, pour moi, est un formidable objet signifiant, puisque s'incarne, au fond, là, l'abord immédiat de Notre-Dame. Or, l'histoire de la vie montre la relativité culturelle de la perspective. À l'origine, vous avez la photo, les deux premières photos, là en bas à gauche et au milieu, la cathédrale telle qu'on a reconstitué son accès avant le grand parvis, avant le 19e siècle, avant les travaux d'Haussmann. La cathédrale n'était accessible qu'au bout d'une petite rue qu'on appelle la rue Neuve, qui s'appelait la rue Neuve, et on tombait dessus littéralement avec ce monument qui se dressait très haut dans le ciel par rapport au bâtiment de l'île de la Cité et qui obligeait le visiteur à lever les yeux au ciel. C'était la perspective verticale ascensionnelle qui dominait. Au 19e siècle, on a inventé le parvis panoramique. Et à ce moment-là, l'horizontalité a remplacé la verticalité. On est passé de la perspective ascensionnelle à la perspective horizontale. Cette histoire du parvis montre la relativité culturelle de la perspective. Jusqu'à ces travaux d'Haussmann, si vous voulez, la vision du détail et le regard ascensionnel s'imposaient à l'œil. L'œil était tiré vers le ciel et on regardait les sculptures à l'intérieur du parvis. Aujourd'hui, on commence par une vision d'ensemble. Le 19e siècle, le siècle de l'invention du tourisme, a inventé le regard panoramique, ce qu'on appelle le point de vue, avant d'arriver au détail. Mais cette rationalisation du regard n'est qu'une rationalisation, je dirais, purement culturelle, qui n'avait pas beaucoup de sens au Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Et donc, peut-être il va falloir réussir à repenser cette vision du parvis. Hein. Regardez ici, puisque ça, entre la photo à gauche, c'est la photo de la rue Neuve, et la photo à droite, c'est le parvis actuel avec la trace des anciennes rues marquées sur le pavement. Car tout cela implique un changement de valeur. La transformation perceptive fait passer du sacré, le regard ascensionnel, l'élévation, la transcendance, au profane, le regard horizontal, rationalisé, maîtrisant le monde progressivement. On passe de l'expérience spirituelle à l'expérience esthétique. Et on change de mesure. Aujourd'hui, les bâtiments
sont dans des proportions qui s'égalisent. La cathédrale, l'hôtel-Dieu et la préfecture sont dans des proportions identiques, alors qu'avant les travaux d'Haussmann, la cathédrale dominait une masse de petits bâtiments qui étaient blottis en quelque sorte autour de la cathédrale. Changement d'échelle. Changement d'échelle. Ça, c'est donc le premier événement de sens du point de vue de la perspective, si vous voulez, c'est ce changement autour du parvis qui modifie complètement la perspective visuelle. Mais sur ce parvis, il y a un autre phénomène tout à fait intéressant qui fait beaucoup de sens, c'est que c'est le lieu de l'origine. Je parlais tout à l'heure de la centralité et du rayonnement, mais cette centralité, elle est exprimée sur l'origine. D'abord, l'origine symbolique. L'origine symbolique, en effet, le visiteur qui est face à Notre-Dame est aussi face à la grande rosace. Or, devant la grande rosace de la façade de Notre-Dame, il y a un groupe statuaire qui représente la Vierge à l'enfant. Cette Vierge à l'enfant, si on s'approche à un certain point donné, ça s'appelle le point de non-généricité en termes techniques, on place le visage de la Vierge au centre de la rosace et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, la rosace rayonne, change de statut. Ce sont ces rayons, c'est les rayons qui émanent du visage de Notre-Dame. Et cette perspective singulière nous permet d'aborder alors l'essence du lieu et de son nom, Notre-Dame, qui rayonne à travers sa rosace. Ça, c'est l'origine symbolique. On a aussi l'origine spatiale. Sur le pavement de ce parvis se trouve, il est illustré ici, le point zéro kilométrique des 14 routes nationales qui partent du centre de Paris. C'est l'imaginaire de l'origine spatiale, le centre du centre, où on retrouve figurée là la géométrie de l'hexagone. Les Français, vous savez, les instituteurs français et les politiques français sont très fiers de l'hexagone. Cette espèce de géométrie rationnelle du pays dans son ensemble qui permet à tous les élèves français de dessiner la capitale, de dessiner leur pays en dessinant un hexagone et en inscrivant ensuite de l'Alsace à la Bretagne, du nord au sud à la Provence, tous les lieux du pays dans un hexagone quasi parfait. L'hexagone, c'est un cercle qui a des angles, donc c'est une sorte de cartographie qui donne un sentiment de rationalité plaisant pour l'esprit. Centralité encore, origine spatiale. On passe ensuite à l'origine temporelle. Sous le parvis se trouve ce qu'on appelle une crypte archéologique, qui a été découverte lorsqu'on a décidé de faire des parkings sous le parvis. Et cette crypte archéologique, on a arrêté de faire les parkings. Enfin, on a fait 2 parkings, mais on a préservé, heureusement, c'était Malraux qui était ministre de la Culture, André Malraux à l'époque, et il a fait préserver les vestiges qu'on a trouvés sous le parvis, où on remonte jusqu'à l'origine historique, les premières implantations sur cette île, à l'époque où Paris s'appelait Lutèce, et où on avait les premières formes là qui apparaissaient. Origine historique et origine politique, parce qu'il y a un truc très intéressant sur le parvis Notre-Dame, c'est ce groupe équestre en bronze qui est Charlemagne. Ce groupe équestre a été construit en 1878. Et en 1878, ça faisait 8 ans que la France avait perdu l'Alsace et la Lorraine, conquises par l'ennemi héréditaire, la Prusse, qu'on appelait la Prusse, l'Allemagne d'alors. C'est là que débute la grande série des grandes guerres, disons. Or, en 1878, il y avait un débat très compliqué entre les savants français et les savants allemands, les philologues, sur le statut de la chanson de Roland, la grande chanson de geste qui est à l'origine aujourd'hui de l'imaginaire français, récit fondateur. C'est notre Iliade et Odyssée, disons. Eh bien, en 1878, on a construit cette sculpture de Charlemagne avec ses deux neveux, les Leudes, Roland et Olivier, pour bien montrer que la chanson de Roland, c'est l'origine de la France, alors que les Allemands considéraient que c'était l'origine de l'Allemagne, puisqu'après tout, Charlemagne, il n'était pas en France, hein, il était en Allemagne, à Aix-la-Chapelle. Donc, néanmoins, on l'a littéralement rapatrié. Donc, c'est tout de même intéressant de voir que dans cet espace du parvis,
où se trouve cette modulation culturelle de la perception du monument, coïncident ces quatre origines symboliques, spatiales, historiques et politiques. L'espace et le temps sont là présents comme des perceptions de l'origine, consolidant l'imaginaire de la centralité et du rayonnement. Donc voilà pour ces premiers points. Je vais passer très vite sur les perspectives aériennes qui complètent un petit peu l'idée de dimension ascensionnelle, mais on pourrait faire l'inventaire de toutes les formes de l'élévation, de la verticalité qui marquent l'espace de Notre-Dame et entretiennent ce symbolisme général de l'ascension, de la verticalité, de la montée vers le ciel qui va nous amener aux relations entre nature et culture autour de Notre-Dame. Vous savez qu'il y a le parvis, mais derrière, il y a le jardin, ce qui s'appelle le square Jean 23, qui enveloppe en quelque sorte l'abside de Notre-Dame. Il y a de la végétation qui se répand médiocrement aujourd'hui, mais bientôt beaucoup plus, jusqu'au jardin des oiseaux, au marché aux oiseaux et aux fleurs qui se trouve de l'autre côté de la rive, de l'autre côté de l'île de la Cité. Or, si on prend cet univers de la nature, on s'aperçoit que les quatre éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, ils sont tous les quatre très présents. La manifestation de l'eau, c'est le fleuve autour de l'île Monde. La manifestation de la terre, c'est cet univers minéral de l'île de la Cité. La manifestation de l'air, c'est le ciel qui est projeté par l'élévation. La manifestation du feu, c'est évidemment le feu baptismal, l'eau baptismale, pardon, le feu, c'est à la fois la flamme et l'incendie. Or, chacun de ces éléments est aussi un motif symbolique. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. C'est que dans la tradition culturelle qui enveloppe l'espace de Notre-Dame et détermine ses perceptions, on a l'Ancien et le Nouveau Testament, où la symbolique des éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, est toujours rattachée à des récits concrets qui ont été le support de la culture artistique occidentale pour une bonne part. L'eau baptismale est rattachée, enfin, l'eau est rattachée à l'eau baptismale et l'eau baptismale est rattachée à l'histoire de Saint Jean-Baptiste. Le minéral, la pierre, est rattaché à la mission qui a été donnée à Pierre par le Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'air est rattaché à la vision céleste du paradis avec les mythes de l'ascension, de l'assomption, hein, notre Père qui est aux cieux, selon la prière fondatrice un petit peu de cet espace sacré. Enfin, le feu est associé à la damnation de l'enfer, confère Dante. Ces interprétations symboliques sont présentes dans les scènes figuratives des portails et à l'intérieur de la cathédrale, les vitraux par exemple, mais elles irriguent partout l'espace des abords de Notre-Dame. Elles déterminent les perspectives qu'on en a. On a le monde des eaux, par exemple, je prendrai quelques exemples. Le monde des eaux est très intéressant parce que l'île de la Cité a été souvent comparée à la coque d'un navire. C'est un bateau qui flotte sur les deux eaux de la Seine. Et l'île de la Cité assure le partage des eaux en deux bras, confère le mythe de Moïse et du partage des eaux. Or, cette coque de navire de la Seine, c'est ça qui a donné naissance à la devise de la ville de Paris, en latin fluctuat nec mergitur, elle flotte et ne coule pas, parce qu'elle a cette île de la Cité qui flotte au milieu de la Seine. Mais cette forme ovale de l'île de la Cité évoque aussi un autre motif très intéressant par rapport à la situation actuelle, je dirais, qui est ce qu'on appelle une mandorle. Vous le voyez ici en bas, l'image d'en bas à droite, cet ovale qui entoure la figure du Christ sauveur ici, c'est un motif figé de la sculpture médiévale
qui fait que tous les personnages qui ont franchi la mort et qui ont été ressuscités s'inscrivent dans une mandorle. C'est la figure de la résurrection. Seul le Christ y a droit, ainsi que la Vierge Marie et quelques autres privilégiés, je dirais, hein. Or, l'île de la Cité figure une mandorle, c'est-à-dire une image de la résurrection. Pensez, la résurrection de Notre-Dame aujourd'hui s'inscrit dans cet imaginaire. Euh, allez, j'avance. Le jardin. Le jardin, derrière, il est derrière le chevet de la cathédrale. Il est orienté vers l'est, vers la source du fleuve qui arrive de l'est, vers l'Orient, qui est dans les traditions mystiques, c'est la figure de l'au-delà, c'est la figure de la transcendance. Or, le jardin, c'est l'image du jardin d'Éden, avec son foisonnement d'espèces animales et végétales, dont l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fameux fruit défendu, le pommier. J'ai d'ailleurs une de mes recommandations, c'est de dire qu'il faudrait qu'on plante un pommier dans ce jardin pour figurer cette origine symbolique. Mais cet espace du jardin rejoint aussi dans l'imaginaire médiéval ce qu'on appelle, vous savez, les jardins de l'amour courtois, les jardins autour des châteaux. Le jardin, c'est le locus amoenus, le lieu amen, le lieu aimable, celui de l'amour courtois, grand topos littéraire. Les cours d'amour se font dans les jardins. Donc on a cet imaginaire du jardin, jardin d'Éden et lieu aimable, qui donne à la nature sa signification culturelle élevée. Voilà pour les perspectives sensorielles. Vous voyez, ça forme tout un ensemble d'éléments qui permettent de revoir au fond cet espace d'une manière un petit peu nouvelle. Mais si on aborde la perspective narrative, on va voir qu'on va s'approcher par cette perspective narrative, par le récit, on va s'approcher du problème du savoir et du pouvoir, et partant de la vérité. J'ai mis qui en résulte. Est-ce que la vérité est antérieure au savoir, au pouvoir, ou est-ce qu'elle résulte des jeux du savoir et du pouvoir? Ça va être une des vraies questions qu'on peut se poser. Or, l'île de la Cité, par ses dispositions, présente un récit tout à fait étonnant, et je l'appelle l'île du jugement. Vous avez Notre-Dame, vous avez l'Hôtel-Dieu, qui est la grande fonction de la charité associée. C'est pour ça que l'Hôtel-Dieu a toujours été là pour accueillir les malades et les infirmes. Vous avez le palais de justice, le tribunal de commerce, l'école de la magistrature, la préfecture de police avec plusieurs implantations. Tous ces lieux ont un trait commun. Ce sont des lieux d'exercice du jugement, la confession et la pénitence, le diagnostic, le verdict, la condamnation et l'exécution. On voit qu'il y a une cohérence thématique remarquable dans les institutions de l'île. Je dirais que l'atmosphère de l'île de la Cité est bien marquée par le jugement. D'ailleurs, les Parisiens n'aiment pas l'île de la Cité, pour tout vous dire. Ils n'aiment pas du tout traverser, ça leur fait peur. Parce que où qu'on se tourne sur l'île de la Cité, on se trouve dans la séquence narrative qu'on appelle en sémiotique la séquence finale de la sanction. C'est là où les récits se terminent, si vous voulez, hein. Alors, la sanction, elle est généralement négative, c'est la punition, jusqu'à la damnation éternelle du jugement dernier. Le portail central de Notre-Dame, c'est le portail du jugement dernier. Quand même, ça a du sens, hein. Mais cette sanction, elle peut être aussi positive. C'est la récompense du salut, et de la résurrection, le salut éternel. C'est la guérison à l'Hôtel-Dieu, c'est l'innocence, c'est l'innocence au tribunal. Mais, mais l'intérêt, c'est de se dire, mais c'est assez étonnant que sur l'île de la Cité, on a les institutions de la sanction. Alors là, je vais vous faire une toute petite remarque sur l'ordre narratif et montrer les espaces narratifs de Paris. En sémiotique, on a beaucoup étudié les récits, les mythes, les contes populaires, et on a cherché à comprendre quelle était la grammaire, un peu comme le médecin cherchait à comprendre quelle est la grammaire du corps, comment ça fonctionne, comment tous ces éléments se structurent et s'organisent les uns par rapport aux autres.
Eh bien, de même, le récit, ça a été une des découvertes des dernières décennies, au fond, c'est que le récit répond à une grammaire formelle que l'on peut décrire et qui peut reposer sur une structure assez simple au départ, celle des contes populaires, par exemple, ou des séries policières aujourd'hui à la télévision, c'est pareil. Hein. Vous avez une séquence initiale qui est la formation de la compétence. On appelle ça la manipulation en sémiotique, ça veut dire, c'est pas forcément négatif, c'est juste faire savoir, transmettre, pour conduire les individus à faire des choses. La formation, on appelle ça. Hein. Faire savoir pour faire faire. C'est la formation de la compétence. C'est le cœur, c'est la séquence initiale du récit. Une fois que la compétence est acquise, on passe à l'action. C'est la performance. Et une fois que la performance a été réalisée, on a la sanction, c'est-à-dire la récompense ou la punition. Le juge qui était au départ, le maître qui était au départ, revient à la fin et dit toi tu seras récompensé, toi tu seras puni. Or, ce schéma très simple que l'on retrouve dans tous les récits canoniques, au fond, même s'il y a d'infinies variations, on se rend compte qu'il structure l'espace de Paris. Au sud de l'île de la Cité, on a l'espace de la formation de la compétence. On a la rue des Écoles, on a le quartier latin, on a la Sorbonne, on a les lieux de la transmission pour former des compétences. Au nord de l'île de la Cité, on a l'espace de l'action. On a les Champs-Élysées, les grands espaces de commerce, on a la production et les échanges. Et au milieu, entre les deux, on a l'espace souverain de la sanction, là où on récompense et là où on punit. C'est quand même, moi je pense que ça donne une lisibilité à la ville de Paris, si vous voulez, cette perspective narrative qui est tout à fait étonnante. Et peut-être, pour moi, je me demande si ce n'est pas une des raisons de l'attractivité de cette ville, où on a l'impression que se distribuent les significations de manière narrative, un peu comme un conte, un peu comme un mythe, et ça fonctionne bien, quoi. Voilà. Donc, c'est pour souligner cette dimension euh, narrative que, comme l'étude que je faisais s'adressait à la ville de Paris, si vous voulez, je montrais aussi que la ville comme institution, c'est-à-dire l'hôtel de ville, la mairie, est absente de l'île de la Cité. Parce que la sanction, ce sont les appareils d'État qui en ont la maîtrise. Hein. Que ça a été l'Église longtemps, jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État, mais c'est la justice, la police et tous les tribunaux. Hein, c'est la puissance de l'État qui se trouve sur l'île de la Cité. La ville, elle, c'est pas l'espace de la sanction, c'est l'espace de l'action. C'est l'espace de la formation et de l'action. Et donc, il y a toute une réflexion à avoir qui était tout à fait intéressante euh, pour que, au fond, la ville puisse retrouver un lien avec l'île de la Cité et avec les abords de Notre-Dame. Et ce lien, on pourrait le trouver entre la place de l'hôtel de ville et la place de l'église, la place de la mairie et la place de l'église, comme dans les villages. Finalement, elles sont assez proches et on peut les connecter. Et en les connectant, on retrouverait, je dirais, peut-être une sorte d'esprit de village permettant de mieux faire cohabiter espace de l'État et espace de la ville, qui est toujours, dans une ville comme Paris, toujours un grand problème. Je vais passer, parce que je vois que l'heure avance, sur le récit historique de Notre-Dame, qui est tout à fait intéressant, parce que c'est le récit, la particularité, c'est un des éléments de cette perspective narrative, si vous voulez, c'est que c'est un récit qui n'est jamais achevé, qui n'est jamais fini. Bien sûr, il y a l'achèvement de la sanction pour punir et récompenser la nuit, mais lui-même, le bâtiment de Notre-Dame est un bâtiment depuis le XIIe siècle, quand a commencé sa construction jusqu'à aujourd'hui. C'est un bâtiment qui est toujours en, en décadence ou en reconstruction. Et l'épisode actuel est très très intéressant, en ce sens que l'épisode actuel montre son inachèvement. Et il y a eu un débat pour savoir, par exemple, est-ce qu'on va faire la flèche comme elle était avant le 19e siècle, ou est-ce qu'on fait la flèche comme Viollet-le-Duc l'a faite en restaurant la cathédrale au 19e siècle. C'est-à-dire que Viollet-le-Duc, l'architecte de la restauration de Notre-Dame au 19e siècle, a refondé l'architecture gothique au point qu'aujourd'hui, on se dit que l'architecture gothique, au fond, c'est Viollet-le-Duc, c'est le 19e siècle. Et de fait,
le président de la République, Macron, a décidé, avec son équipe, qu'on allait refaire une flèche, non pas comme elle était à l'origine, mais comme elle était à la Renaissance de Notre-Dame au XIXe siècle avec Viollet-le-Duc. C'est dire combien la cathédrale de Notre-Dame est marquée par l'inachèvement, comme un processus de transformation continue, si vous voulez, hein. Quelque chose qui est toujours imparfait. Et Victor Hugo, toujours dans Notre-Dame de Paris, avait trouvé cette qualification. Il disait Notre-Dame, c'est pas fini, c'est un édifice de la transition entre l'architecture romane, qui en conserve des traces, et l'architecture gothique. Alors que la Sainte-Chapelle, c'est du gothique fini, c'est du gothique achevé. Donc, vous voyez, il y a donc cette idée, on appelle ça en sémiotique, on appelle ça l'aspectualité. L'aspectualité, c'est la manière dont les processus sont envisagés, soit comme finis, soit comme pas finis. Soit ils sont envisagés dans leur commencement, soit ils sont envisagés dans leur achèvement, soit dans leur répétition, dans leur ponctualité. Et c'est très intéressant de voir, de prendre les perspectives narratives de manière aspectuelle, comme ça, pour essayer de voir quelle en est la dynamique. Et pour Notre-Dame, c'est une dynamique d'inachèvement, de continuité. Je voudrais signaler aussi que le récit historique de Notre-Dame, c'est une affaire de tempo. La Sainte-Chapelle a été construite en 6 ans sur l'ordre de Saint-Louis, alors que Notre-Dame a été construite sur plusieurs générations. C'est intéressant comme point. Ça veut dire que le tempo de la construction de la Sainte-Chapelle est un tempo rapide, accéléré. Le tempo de Notre-Dame est un tempo lent. Ça rejoint cette idée d'inachèvement. C'est aussi un bâtiment qui a été sacralisé par l'histoire. Tous les grands événements historiques sont sanctionnés, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de Notre-Dame. Hein, le sacre de Napoléon, la libération de Paris, les funérailles nationales de Gaulle, etc. C'est aussi un bâtiment qui était une cible de l'histoire. Les révolutionnaires ont voulu détruire Notre-Dame. Ils ont démoli les statues des rois en pensant que c'était les rois de France qui étaient sur la façade de Notre-Dame, alors qu'en réalité, c'était les rois bibliques qui étaient. Mais la cathédrale a été mise en question. Il a même été question, le Conseil de Paris a failli voter la destruction de Notre-Dame pour la réutilisation de ces pierres dans des bâtiments laïques. C'est aussi une relation entre l'histoire et le mythe. On se souvient, par exemple, on peut faire un rapprochement amusant entre le mythe biblique, avec ces fameuses paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours, et les paroles du président Macron le soir de l'incendie, je veux que cette reconstruction soit achevée d'ici 5 années et elle le saura, nous le pouvons. Et de fait, il est en passe de gagner son pari, ce nouveau Jésus de la reconstruction de Notre-Dame. Dernier point, qui dit récit dit personnage, qui dit récit dit acteur. Il faut qu'il y ait du monde. Or, autour de Notre-Dame, il y a un phénomène assez intéressant, c'est que les personnages du roman, du récit de Notre-Dame, c'est les Parisiens, c'est les fidèles, c'est les pèlerins, c'est les touristes, c'est les professionnels. Mais qui est le héros? Ben, il n'y a pas de héros. Il n'y a pas de héros. C'est une île sans héros. Et ça, c'est quand même une chose intéressante. C'est peut-être le touriste qui est le héros. Les Parisiens n'aiment pas l'île de la Cité, ils se sentent exclus. C'est la no-go zone. Les pèlerins, ils y sont peu ou ils y sont mal accueillis. Les fidèles, c'est souvent des non-parisiens. C'est une église sans paroisse, sans paroissiens, disons. Les touristes, c'est une masse indistincte. 12 millions de visiteurs qui ne connaissent par an. 12 millions, et ça va revenir. Il y en a moins maintenant, mais c'est comme le monument le plus visité de France. Pour vous donner un ordre de grandeur, la Tour Eiffel, c'est 8 millions par an. Donc Notre-Dame, c'est 12 millions. Il y a les professionnels, mais les professionnels, c'est essentiellement des fonctionnaires de la police et de la justice, qui ne sont là que 2 jours. Parce que les vieux corps de métier célébrés jadis sur l'île de la Cité, avec la fête des boulangers, la fête des avocats, la fête des meuniers, etc., sont désormais absents. Donc, c'est intéressant de voir que c'est un des enjeux d'ailleurs de la reconstruction pour la ville des abords de Notre-Dame, c'est de recréer
un acteur collectif qui puisse s'approprier cet espace et le faire sien. Donc voilà pour la perspective narrative. J'en arrive maintenant à la perspective cognitive. Alors attention, comment ça se fait? La perspective cognitive, c'est le croire et le savoir. C'est ce qui avait attiré l'attention d'Étienne, d'ailleurs, je crois, dans cette affaire. C'est-à-dire là, c'est un lieu où se jouent beaucoup les problèmes de la vérité. Et donc, on va en parler, et ça va être le dernier point de cet exposé. Les problèmes de la vérité. Alors, en sémiotique, on a fait ce petit schéma. Vous allez voir qu'il est très simple à lire. On l'appelle le carré de la véridiction. C'est-à-dire que c'est pas la question, la vérité, je dirais, c'est la vérité parmi les autres. C'est pas la vérité en elle-même, c'est pas la vérité qui surplombe, c'est la vérité parmi les autres. Et pour comprendre, d'un point de vue du sens, ce que c'est que la vérité, on dit, c'est la coïncidence de ce qui est avec ce qui paraît. Quand ce qui paraît coïncide avec ce qui est, ben on dit c'est vrai. Mais quand ce qui est coïncide avec ce qui ne paraît pas, ben on dit c'est le secret. Quand ce qui paraît coïncide avec ce qui n'est pas, on dit ben c'est le mensonge. Et quand ce qui ne paraît pas coïncide avec ce qui n'est pas, on dit c'est la fausseté. Alors, on a appris en philosophie être, pas être, tout ça, ça paraît être des notions philosophiques. Non, c'est le verbe être. Hein. Euh, euh, être et paraître, c'est dire, nous paraissons et nous considérons que nous sommes en nous voyant même sur écran et nous croyons à la vérité de notre coexistence en cet instant précis. Bien, à moins qu'on soit dans une hallucination. Et à ce moment-là, si on est dans une hallucination, on serait dans le paraître et le non-être, hein, qui serait une variété du mensonge. Et alors, je dis ça pour vous faire apercevoir que selon que l'on focalise dans chaque poste, soit l'être, soit le paraître, soit le non-paraître, soit le non-être, on va avoir des variétés différentes. La vérité qui focalise l'être, qui régit le paraître, enfin c'est l'être qui est important, on appelle ça l'authenticité. Mais quand la vérité où c'est le paraître qui régit l'être, où c'est le paraître qui est le plus important, on appelle ça l'évidence. C'est ce qui saute aux yeux, comme on dit, ça crève les yeux, vous voyez. On voit bien comment une vérité qui crève les yeux, c'est pas pareil qu'une vérité qu'on considère comme authentique. De la même façon, on a des variétés de secrets. Le secret qui focalise l'être, on appelle ça le mystère. Alors que le secret qui est centré sur le non-paraître, on dirait c'est la cachotterie. Même chose pour les variétés du mensonge. Lorsque c'est le paraître qui domine, on dit c'est la duperie. Mais lorsque c'est le non-être qui domine, on appelle ça la trahison. Vous voyez, ou l'hallucination. On voit bien qu'on a des variétés. L'idée, c'est que c'est parcours. Et alors, il y a le problème de la fausseté. Et la fausseté, moi, je m'étais souvent interrogé pour savoir ce que c'est, quelque chose qui ne paraît pas et qui n'est pas. On dit ça n'existe pas. Eh bien, si, ça existe. Ça existe dans les discours. Ça existe dans les discours et on peut dire qu'aujourd'hui, et sans doute avec l'aide des réseaux sociaux, la fausseté a fait un bond en avant. Elle devient une des positions centrales de notre modèle. C'est l'univers des fake news, avec les deepfakes, les trolls, l'astroturfing. C'est l'univers des faits alternatifs. C'est l'univers du complotisme. L'histoire qui nous raconte ça et qui saute aux yeux, si j'ose dire, sur le mode de l'évidence, c'était lorsque Trump, après son élection, a prétendu que l'esplanade de Washington était plus remplie pour sa prestation de serment que l'esplanade de Washington pour la prestation de serment de Barack Obama. Et des journalistes ont présenté à sa porte-parole, qui défendait cette idée, ont présenté en split screen, deux écrans, une image de l'esplanade de Washington le jour de la prestation de serment de Barack Obama, et en face, la photo de l'esplanade, la même esplanade, le jour de la prestation de serment de Donald Trump. À l'évidence, il y avait beaucoup plus de monde, elle était beaucoup plus remplie,
tout le monde pouvait le voir. Et la porte-parole de Donald Trump a simplement dit, d'accord, c'est un fait alternatif. Elle installait la fausseté. On est dans le non-paraître et dans le non-être, et pourtant, on y croit. C'est là où le croire domine le savoir, si vous voulez, et qu'on voit bien comment les vérités alternatives et les faits alternatifs, qui sont qui sont des vérités dans la mesure où ça marche politiquement, et où le pouvoir peut les prendre en charge, ou cherche à les prendre en charge, et on voit bien que la fausseté est devenue une position tout à fait essentielle. Alors ça, pour l'île de la Cité, c'est quand même très intéressant. Je pense que pour le diagnostic, c'est assez intéressant ces questions de véridiction. On pourra en parler après si on a 5 minutes de discussion. Dans les flottements ou la relativisation de la vérité est un phénomène tout à fait passionnant. Et pour moi, ce modèle, ce carré, a le gros avantage de ne pas accorder une priorité absolue à la vérité, mais il consiste à reconnaître que dans la réalité de nos discours, je dirais même peut-être dans la réalité de nos perceptions, la vérité doit se négocier avec le secret, le mensonge et la fausseté. Et il faut la faire émerger, bien sûr, il faut la faire valoir, mais on doit bien constater tous les jours, par ce qu'on lit, par ce qu'on voit, que cette cohabitation de la vérité avec ce qui la nie est un fait politique essentiel finalement, peut-être un fait scientifique aussi, peut-être un fait climatique. Enfin, les climato-scepticismes se trouvent aussi engagés dans cette affaire-là. Oui, donc c'est quand même très très important et très intéressant. Or, l'île de la Cité a cette propriété de nous mettre en scène l'autorité du savoir, du pouvoir et de la vérité, puisque se résident sur l'île de la Cité les grandes instances détentrices d'un savoir vrai ou supposé tel, le savoir médical sur la santé ou la maladie, le savoir judiciaire sur l'innocence ou la culpabilité, sur la liberté ou l'enfermement, le savoir spirituel avec Notre-Dame, savoir particulier, puisque la croyance religieuse qui s'y incarne concerne une vérité transcendante qui a toujours été proclamée comme universelle. Or, et c'est une des conclusions vers laquelle je tends, autour de l'île de la Cité, on peut considérer qu'on a une véritable cartographie des croyances et qu'à l'universalité proclamée du croire vrai, incarné dans telle ou telle église, on s'aperçoit que on a les, les espaces des croyances qui rayonnent, pourrait-on dire, autour de ce lieu. On a à la pointe ouest de l'île de la Cité, symétrique du mémorial des déportés, qui est à la pointe est, une plaque commémorative des massacres de la Saint-Barthélemy, curieusement, c'est-à-dire qui marque le lieu sacralisé, on pourrait dire, de la religion protestante, tout près de l'oratoire protestant du Louvre. Donc à l'ouest, on a la culture, la religion protestante. Cette plaque commémorative a été inaugurée par la maire de Paris en 2016. C'était le premier geste officiel d'ailleurs de commémoration des massacres de la Saint-Barthélemy depuis les 4 siècles qui se sont passés entre ces événements. Au nord-est, on a la synagogue et les lieux de mémoire juifs. Au sud-est, on a la grande mosquée de Paris et la religion musulmane. À l'est, plus loin, on a la grande pagode de Vincennes. À l'ouest, quai Branly, on a la cathédrale orthodoxe de la Sainte Trinité. On pourrait imaginer qu'on a une espèce de croisement interreligieux, au fond, qui pourrait faire de l'île de la Cité une sorte d'espace interreligieux de rencontre des croyances, de rencontre des foi. Et comme il est l'heure, je laisserai évidemment à ceux qui sont intéressés par cette histoire les, les, les pages suivantes de cette étude. Mais pour terminer sur cette question du vrai, oui, pourquoi le vrai est-il relativisé? Parce qu'il est pris en charge par le discours. Et comment le vrai est pris en charge par le discours?
Eh bien, par le biais de la rhétorique. La rhétorique, c'est un instrument qui, depuis 2500 ans, depuis les Grecs, a été codifié pour faire croire en la vérité de quelque chose qui n'était pas prouvable. C'est-à-dire quelque chose qui est pris dans le conflit des persuasions et des croyances. La rhétorique, toutes les figures de rhétorique servent à faire croire, à persuader, et on a une codification des instruments du vrai. L'hypotypose, par exemple, ce mot barbare, on dirait sorti d'un dictionnaire médical, euh, c'est un mot de rhétorique qui signifie l'hyperbole du vrai. L'hypotypose, c'est une figure de rhétorique qui consiste à raconter une histoire et à la raconter de façon tellement saisissante que les spectateurs, les auditeurs finissent par croire qu'ils sont en train de vivre l'histoire. En peinture, c'est l'hyperréalisme. Le cinéma, c'est l'art de l'hypotypose, qui nous fait vivre l'illusion d'être plongé dans la vérité d'un événement. Or, les dessins de Viollet-le-Duc, les sculptures, les gargouilles, les tympans, les trumeaux, il s'agit de créer l'illusion absolue de l'époque. On est dans l'hypotypose. On a la métonymie, on a la métaphore et la comparaison. Bon, oui, je ne vais pas détailler tout ça, mais on a une quantité de figures de rhétorique, du symbole, de l'hyperbole, de la prosopopée. La prosopopée, c'est une figure de rhétorique qui consiste à donner la parole aux morts, aux objets, comme on dit dans les romans libertins, par exemple, c'est les confidences d'un canapé. C'est le canapé qui raconte l'histoire de ce qui s'est passé sur lui. C'est la prosopopée, ou c'est les morts qui parlent lorsqu'on les fait parler lors des éloges funèbres, par exemple. On est dans la prosopopée. Bref, au fond, toutes ces figures, ça a pour effet de créer l'illusion du vrai. Pas forcément l'illusion, mais aussi une manière de le rendre plus présent, d'assurer la consolidation de la vérité par la persuasion. Voilà, c'est ce qu'a fait Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. Et j'ai posé la question à des historiens. Est-ce que vous pouvez dire, vous voyez, j'ai un livre là qui vient de paraître. Je sais pas, vous le voyez là, mon livre ou pas? Hein. Vous voyez, Oui, Notre-Dame, oui, une, on le voit, Denis. Oui, oui. Notre-Dame, une cathédrale dans la ville, qui est un livre qui est paru en 2022, il y a juste un an, même pas, et qui est un livre formidable de une réunion d'historiens sur Notre-Dame de Paris. Et je leur ai posé la question, est-ce que le roman de Victor Hugo a joué un rôle dans la restauration de Notre-Dame de Paris après la Révolution française, avant Viollet-le-Duc? Et il me dit, mais ça a été un rôle décisif. Un roman, une fiction, est intervenu dans la réalité historique en valorisant un lieu qui était complètement dévalorisé, qui était en train de devenir une ruine. Et donc, c'est pour vous dire combien les manipulations du vrai doivent être comprises pour ce qu'elles sont. euh, et on doit bien justement euh, continuer à magnifier le vrai, à le défendre bec et ongle, comme on dit, mais en sachant quel est son environnement épistémique, comme on dit en sémiotique, c'est-à-dire son environnement de croyance, de probabilité, de doute, d'incertitude, de manipulation, de mensonge, de dissimulation et de secret, etc., qui sont les grands moteurs de la vie sociale. Voilà donc pour ces perspectives, alors les visions littéraires et artistiques, évidemment, contribuent à forger cette vision que l'on a. J'ai mis, vous voyez, l'image que vous voyez ici, en bas à droite, c'est un tableau de Notre-Dame fait par Matisse, que je trouve très beau. Euh, on reconnaît les ponts, on reconnaît la Seine, on reconnaît le bleu qui enveloppe toute la cathédrale, mais on est dans une vision tout à fait autre. Et de même, dans d'autres peintres ont fait. Je pense, peut-être Étienne, il n'est pas nécessaire que je passe, sauf s'il y a des demandes aux préconisations. Je fais une douzaine de préconisations à la suite de cette étude qui ont été, pour certaines d'entre elles, directement suivies par l'architecte qui a été élu, euh, le groupe architecte qui a été élu au terme du concours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vais terminer en vous montrant des images
des images de ce projet architectural qui va être mis en œuvre à partir de 2024, lorsque la cathédrale sera restaurée. Donc, diversité des parcours, je passe juste, hein, végétalisation, temps de la visite, expérience sensorielle, salle des cloches, salle des odeurs, salle des formes et des couleurs à créer, c'est mes préconisations, salle des contingences, justement, créer l'expérience, l'île d'une expérience philosophique, le jeu des quatre pouvoirs, religieux, sanitaire, policier et judiciaire, euh, la mise en perspective de la Notre-Dame et la Sainte-Chapelle, le dialogue des croyances, le creuset interreligieux dont je parlais tout à l'heure, et puis le musée international du gothique avec les 4 âges du gothique qui pourraient se trouver là. Oui, c'est un ensemble, l'accueil des visiteurs, un ensemble de préconisations issues des conclusions de l'étude. Or, je vais terminer par ça, l'accueil des visiteurs, c'est bien, ce qui a été développé par l'équipe architecturale belge, architectes et paysagistes, qui ont remporté le concours et qui vont réaliser entre 2024 et 2026 les nouveaux abords de Notre-Dame. Et vous voyez qu'ils vont. Attendez. Voilà. Alors, l'idée centrale, il y a plusieurs idées, mais une des idées centrales de cette nouvelle façon de réorganiser les perspectives autour de Notre-Dame pour accueillir les visiteurs consiste à transformer les parkings souterrains en espaces d'accueil. Et les visiteurs descendront à l'ouest du parvis dans cet espace souterrain, un espace souterrain qui est très grand, comme vous allez le voir, comme ça, avec ses piliers, qui s'ouvre à droite sur la Seine. Au fond, là, au fond, on voit les piliers qui donnent accès au fleuve lui-même, éclairant la Seine, et qui, par un autre escalier du côté est, donne accès à Notre-Dame en reconstituant la perspective ascensionnelle dont je parlais tout à l'heure, comme pour redonner aux visiteurs la sensation immédiate qu'avaient les premiers visiteurs, au fond, au Moyen Âge et au siècle suivant, d'apercevoir la cathédrale de manière ascensionnelle au terme de cet escalier. Et comme me l'a dit l'architecte, l'idée de faire cet escalier pour sortir au pied du portail lui a été donnée par la réflexion sur les problèmes de perspective, justement. Donc je termine sur ce mot. Échangeons nos perspectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Ben, c'était passionnant, vraiment passionnant. Merci. J'aurais beaucoup de questions à poser, mais peut-être que nous avons des auditeurs qui ont envie de poser des questions. Qui veut intervenir? Vous pouvez lever la main. Alors, en attendant, peut-être que apparaisse une question. Je trouve que ce quadrilatère je ne sais plus si tu l'as appelé comme ça, le quadrilatère de la véridiction, c'est tout de même très utile. On devrait l'apprendre, quelle que soit notre discipline, quelle que soit notre formation, c'est quand même quelque chose d'indispensable. Ouais. Ah ben, je trouve aussi, c'est un petit truc formidable. Ah, c'est vraiment un outil qu'on a envie d'utiliser, quoi. Ça fait partie des choses de base, vraiment. Parce qu'entre l'être, le paraître, le non-être et le non-paraître, c'est simple à comprendre. Et puis, les choses s'articulent très rapidement. Alors, ça se décline assez, ça s'affine facilement dans des discours, dans des réalités, dans des situations très diversifiées. Oui, alors justement, c'était la question que je voulais poser. Est-ce que c'est applicable dans le domaine scientifique?
Alors, oui, Dans le domaine scientifique, il y a des hypothèses que l'on vérifie, qui sont plus ou moins bien vérifiées, les conclusions sont plus ou moins vraies, disons les choses. Est-ce que ça s'applique finalement? Est-ce qu'on peut appliquce quadrilatère? ben, je vais te dire, je vais te répondre en te racontant l'histoire d'une étude que j'ai faite il y a pas mal d'années pour des magazines scientifiques, des Oui. magazines de vulgarisation scientifique. J'avais fait une étude sur Science et Vie, Science et Avenir, Ça m'intéresse, puis je sais plus, il y avait tout un paquet de revues de vulgarisation scientifique. Et la question que tu poses relève typiquement de ce problème-là. C'est à la fois la science en elle-même et en même temps sa transmission. Et, Mhm. et, et ce que j'avais remarqué, c'est que les manières de mettre en scène le savoir scientifique différaient profondément suivant les revues. Une revue comme Science et Vie, c'est une revue qui affirme la vérité des nouvelles découvertes. Mhm. Une revue comme Science et Avenir, c'est une revue qui met en débat la possibilité, les hypothèses et les doutes de la recherche scientifique. C'était très intéressant parce qu'au fond, sous mon carré, mon quadrilatère de la véridiction, il y en a un autre qui est les relations entre le croire vrai et le peut-être croire vrai, mais pas sûrement, tu vois. Mhm. C'est-à-dire la certitude, le doute, la probabilité et l'incertitude. Mhm. On a un modèle croire être, croire ne pas croire ne pas être et ne pas croire être. C'est ce qu'on appelle les modalités épistémiques, c'est-à-dire qui D'accord. définissent les attitudes des chercheurs, par exemple, par rapport au savoir lui-même. Et on sait bien que dans les revues scientifiques, par exemple, il y a des débats permanents sur des problèmes entre l'épistémique, c'est-à-dire les degrés de certitude, en quelque Mhm. sorte, et le véridictoire, c'est-à-dire Mhm. la vérité assumée ou les petites manipulations mensongères hein, Bien sûr. pour faire passer des statistiques qu'on manipule un peu pour faire passer une découverte, par exemple, ou des Mhm. choses comme Mhm. ça. Et puis, plus profondément, à un autre niveau, il y a ce qui doit être et ce qui doit ne pas être. C'est-à-dire le vrai qui est dans les choses mêmes, euh, Mhm. le nécessaire. Le nécessaire qui s'oppose au possible. Mhm. Le nécessaire qui s'oppose aussi au contingent, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être ou ne pas être. Et le possible, c'est ce qui peut être. L'impossible, c'est ce qui ne peut pas être. Donc on a le Mhm. nécessaire, l'impossible, le possible et le contingent. Et ça, c'est la vérité qui est installée dans les choses mêmes. Donc pour moi, on a une gradation à 3 étages, en quelque sorte. On a euh, le champ de la vérité dans les choses, c'est ce qu'on appelle les modalités à l'éthique, c'est-à-dire où c'est possible ou impossible ou contingent, indépendamment des sujets observateurs. Mhm. On a le niveau dit épistémique, où c'est le sujet observateur qui est confronté à ses certitudes et à ses doutes, et puis le niveau véridictoire, où c'est le conflit. C'est la vérité et le mensonge, c'est le secret et la fausseté, c'est la dispute autour du savoir. Mhm. Donc je pense qu'en Oui. fait, pour bien compléter d'une certaine manière la réflexion sur la vérité dans le champ scientifique, je pense que tu vois, par exemple, la fameuse histoire de Galilée, le fameux et pourtant elle tourne, c'est que lui, il, disait, ben, il descendait en secret dans la vérité, dans les choses mêmes, mais il avait accepté ce que les juges lui avaient demandé de croire pour Mhm. éviter de se faire brûler. Quoi. Donc, il a dit, ok, vous avez raison, je partage votre conviction. Mhm. Mais entre ces trois étages, ça doit pas être tout à fait fixe. Il doit y avoir des passages d'un étage à Oui, l'autre, non? Oui. oui, il y a des passerelles, ben, Mhm. il y a les passerelles des discours, et même à l'intérieur d'un discours, on voit se mélanger ou se croiser les différents paliers, quoi, d'une certaine façon. Mhm. Hein. Oui. Alors, Charles, nous ne te voyons pas, mais tu as la main levée. On serait heureux de t'entendre. Charles?
ton micro est coupé. Ah voilà. Voilà. Oui, Bonjour voilà. Charles, on est heureux de te voir. Ouais, moi aussi, merci Étienne, merci Monsieur Bertrand. Là, évidemment, c'est un panorama magnifique au niveau artistique, symbolique, intellectuel que vous nous proposez autour de Notre-Dame. Évidemment, pour les scientifiques que nous sommes, entre parenthèses, entre guillemets, là, j'ai quand même deux questions. J'aime bien votre remarque quand vous dites que la vérité est quelque chose qui se négocie et qu'elle est relativisée. C'est vrai que, bon, sur le plan scientifique, on n'est jamais sûr tout à fait de rien. Et même quand on pense que l'hypothèse a été vérifiée, elle est momentanément peut-être toujours dépassée par une recherche scientifique postérieure. Donc, je pense que le chercheur et le scientifique peuvent s'accommoder avec cela. Mais d'un autre côté, il est vrai que, en tout cas dans le domaine médical et dans le domaine de la santé, outre la recherche, je dirais, fondamentale ou pathologique, quand on réfléchit à l'évolution de la société et comment on pourrait rendre un monde meilleur, on cherche quand même des vérités ou en tout cas des principes qui ont une pertinence universelle, disons. Et là, nous avons quand même quelques soucis parce que, par exemple, un des principes fondamentaux dans lesquels nous travaillons, j'ai fait une carrière longue à l'OMS, c'est pour ça que je vous parle des rives du lac Léman près de Genève, mais c'était par exemple, voilà, apporter la santé à tous les citoyens du monde. Donc les principes d'équité, les principes de justice sociale. Et on aurait pensé que sur ce principe-là, il y aurait un accord universel. Et pourtant, on a quand même des soucis, on a quand même des difficultés à faire admettre ce qu'on pourrait penser être une vérité absolue, étant donné le caractère humaniste de notre profession. Et donc, je me demande si, au-delà du quadrilatère que vous avez proposé, que je trouve qui est magnifique, est-ce qu'il n'y a pas un parapluie par-dessus tout ça et qui est du domaine de l'idéologie ? Parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait la même discussion avec un musulman ou un bouddhiste ou avec un athée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un enrobage beaucoup plus général qui conditionne toute notre approche sur ce que nous voyons autour de nous et ce que nous pensons être évident à travers un prisme qui est idéologique, évidemment, et donc partisan? Merci beaucoup pour cette grande question. Je crois que évidemment, le modèle que proposé et le modèle que j'ai précisé après la question d'Étienne à 3 étages, entre ce qu'on appelle dans notre jargon le véridictoire, le carré que je vous ai montré, les enjeux, l'épistémique, c'est-à-dire les degrés de croyance et de conviction, etc., et l'aléthique, qui est la nécessité dans les choses mêmes, hein, en quelque sorte, qu'on croit être dans les choses mêmes. Entre ces 3 étages, il y a une sorte de volonté scientifique dans cet instrument de description. C'est-à-dire la croyance que ça a un pouvoir descriptif assez bien ajusté à la réalité des choses, disons. Et en effet, néanmoins, la remarque que vous faites sur le prisme idéologique qui envelopperait toutes nos convictions, c'est quelque chose qui est encore plus vrai, je dirais, dans les sciences humaines et sociales que dans les sciences exactes. Mais néanmoins, c'est aussi vrai, je pense, dans les sciences exactes. Enfin, c'est aussi vrai. C'est-à-dire que je pense à Bruno Latour, si vous voulez, parce que Bruno Latour a été un sociologue et un philosophe qui a beaucoup étudié en sociologue puis en philosophe le problème de la construction du discours scientifique et le problème des agencements qui permettent de fonder et puis finalement de relativiser l'espace scientifique. C'est-à-dire à partir du moment où on ajoute des paramètres, si on modifie les paramètres, ce qu'on appelle nous le plan de pertinence, quoi, ce qui gère tout ça, c'est que
on croit à la vérité de ce qu'on dit sur la base du plan de pertinence qu'on s'est donné. Et le plan de pertinence, c'est peut-être ça notre cage idéologique, en fait, dont vous parlez, qui fait que l'on est enfermé d'une manière ou d'une autre à l'intérieur des critères, des paramètres, des propriétés que l'on a isolées et qui nous semblent constituer le socle de nos convictions, en fait, et de nos raisonnements, de nos élaborations conceptuelles, quoi. Et évidemment, il y a l'indicible dans tout cela. Mais enfin, néanmoins, ce qui se passe quand même, c'est que vous avez sans doute une expérience plus forte que la mienne dans ce domaine-là. Il y a la joie du partageable quand même, ça existe. Et quand on fait de la formation, on fait cette expérience quand même fréquente du partage des vérités, quoi, du partage des vérités. C'est un partage qui peut être un partage de conviction, mais on a aussi des procédures. On a la falsification, on a la vérification, on a toutes sortes de procédures qui permettent de consolider ce qu'on peut et de ne pas prendre, voilà, de prendre en compte cette enveloppe dont vous avez parlé, cette sorte de d'Umwelt, idéologique, de croyances qui enveloppent nos stratégies de véridiction, mais néanmoins, le partager, enfin, l'universel reste sans doute quand même à la base des constructions du savoir, quoi. Oui. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est une méditation plus qu'une réponse, parce que je crois qu'on peut, sur une question comme celle-là. Je trouve que le terme plan de pertinence nous parle bien quand même, parce que quand Oui. on monte une étude, en particulier une étude clinique, je ne parle pas de sciences fondamentales, c'est peut-être un peu différent, mais dans une étude clinique, si on s'adresse à une population, tout dépend de la population qu'on choisit, bien entendu. Et tout dépend des paramètres que l'on va étudier. Oui, On peut en mettre de côté, on peut en garder, etc. Enfin, il peut y avoir des manipulations claires, c'est évident. Et le plan de pertinence, c'est ce qu'on a, nous, en sémiotique. On a emprunté ce concept, finalement, aux sciences exactes, si vous voulez. Parce que les sciences exactes discutent sans arrêt de leur plan de pertinence et des paramètres sur lesquels se fondent les analyses et les élaborations. Mais dans les sciences humaines, non. C'est beaucoup plus confus, c'est beaucoup plus diffus. Et ça autorise beaucoup plus d'élucubration, d'une certaine manière. Alors, dans le chat, il y a une question posée par Yvon Gonessa qui demande « Merci pour votre présentation. Entre la vérité, le savoir et le pouvoir, lequel détient la priorité temporelle ?» Ah, c'est un cadeau, cette question. Dans l'histoire, c'est le va-et-vient, on pourrait dire le va-et-vient entre vérité et savoir, entre vérité et pouvoir. C'est vraiment le produit de l'histoire, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire quand même que contrairement à l'intuition que l'on a que la vérité est plus fondamentale que le savoir et le pouvoir, on a tendance à dire que le savoir allié au pouvoir engendre la vérité. que, mais moi, parce que je suis plus tourné vers des analyses peut-être du discours politique ou des situations politiques que le discours scientifique lui-même. C'est probablement pas la même chose. Dans le domaine politique, il est clair que la vérité résulte des rapports de savoir et du pouvoir plutôt que de l'éclair, malheureusement. Je dirais c'est souvent ça qu'on observe, quoi. Oui. Si on met c'est problématique parce que si on met la vérité comme figure fêtière, alors ça voudrait dire que le pouvoir dépend de la vérité, mais c'est précisément ce à quoi l'argument qu'entretiennent toutes les tyrannies. Donc il faudrait mettre le dialogue en tête, je pense. C'est le délibératif. Il y a une pensée délibérative en ce moment en sciences politiques qui se développe beaucoup, avec pas mal de publications. Et le délibératif, c'est vraiment comme une sorte de prise de conscience que
que dans le champ politique, si on ne délibère pas, on entre en tyrannie. Hmm. Et donc, la délibération, c'est le travail qui doit être au foyer de la construction des valeurs de vérité. Oui. Ça rejoint la conception d'Hannah Arendt sur l'idéologie, la logique des idées, etc. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Charles, étais-tu satisfait de cette réponse ou as-tu un nouveau commentaire à faire? Mais moi, ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que on peut comprendre que on ait le sentiment d'être dans la vérité quand on est dans un espace relativement clos, dans son organisation, dans son entreprise, dans son milieu, relativement fermé, et que finalement, lorsque l'on s'ouvre à un écosystème beaucoup plus large, eh bien, cette vérité se relativise. Et donc, est-ce que il n'y a pas des vérités à dimension euh, voilà, évolutive? Mmh. Par exemple, on peut être d'accord sur beaucoup de choses quand on travaille dans son village, dans son université, etc. Mais après, lorsque l'on voit la planète, comment elle évolue, au niveau pas seulement environnemental, mais au niveau politique, au niveau des valeurs, au niveau du commerce, tout d'un coup, on a un regard différent. Et donc, les positions antérieures peuvent peut-être être remises en question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait du même avis. Et je crois que ce constat-là, de l'élargissement, parce qu'au fond, cet élargissement progressif, c'est l'extension du champ de pertinence ou le déplacement des paramètres de pertinence, au fond, qui détermine ça. Je crois que pour moi c'est une partie du travail de quelqu'un comme Bruno Latour, si vous voulez, va tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire que l'élargissement, quand on sort de son vase clos, en quelque sorte, Oui. et qu'on s'élargit à l'échelle planétaire, comme on est obligé de le faire de plus en plus, dans tous les domaines dont vous parlez, on s'aperçoit que les disciplines sont appelées à échanger de plus en plus. Et que, je veux dire, si on a bien le sentiment que les sciences sociales sont confrontées de plus en plus à des connaissances relevant des sciences exactes, que ce soit la météorologie, la géologie, les sciences du vivant. Et ces sciences-là aussi, de leur côté, sont obligées d'intégrer toute les crises au sein de la communauté scientifique, autour du GIEC, etc., montrent bien que l'interférence du social et du politique à l'intérieur du scientifique pur et de l'historique est devenue cruciale. Donc pour moi, il y a quand même peut-être les massifs disciplinaires sont en train de bouger, quoi. Il y a une sorte des ajustements ou des réajustements des champs disciplinaires les uns par rapport aux autres. Et pour moi, d'ailleurs, nous, en sémiotique, on était assez, d'une certaine manière, préparés à cela, parce que c'est une discipline de littéraire qui se sont laissés entraîner, si je puis dire, dans le champ d'une rationalité, l'espoir d'une rationalisation scientifique. D'ailleurs, le carré que je vais montrer, le carré logique, c'est des règles assez strictes qui commandent l'opérationnalité de la chose, quoi. Et notre patron, qui s'appelait Grémas, nous disait toujours, la sémiotique, c'est une discipline de sciences humaines à vocation scientifique. Donc, c'est une certaine manière de se préparer à cet échange transdisciplinaire qui va devenir, à mon sens, de plus en plus indispensable. Oui. Oui. Je crois que, Denis, tu as donné la conclusion. Tu as dit les disciplines sont en train de bouger. Nous en sommes persuadés. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu le plaisir de t'inviter aujourd'hui, parce qu'on a besoin de croiser les disciplines. On apprend beaucoup de choses et puis ça fait un petit brassage dans la tête, comme disent Yves a dû s'absenter là, mais il dirait que ça fait un brassage de tête. C'est tout à fait ça. Et c'est indispensable. À mon sens, enfin, en tout cas, dans le monde de la santé, en médecine, on n'en est qu'au début. On a quand même, comme disait Charles tout à l'heure, on est quand même dans un
dans un moule assez clos et on a besoin de s'ouvrir de plus en plus. Et c'est pas si évident que ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Je ne sais pas si cette ouverture est vraiment est commune aujourd'hui. Toi qui rencontres beaucoup de monde, qu'en penses-tu? Mais il y a une observation qu'on peut faire et qui a, à mon avis, valeur universelle, c'est que les systèmes de santé nationaux sont en situation de stress et quelquefois de faillite. Et ça se retrouve dans les pays riches comme dans les pays pauvres et émergents. Pour des raisons qu'un économiste expliquera, parce que les offres ne sont pas capables de satisfaire les demandes, et les demandes s'élargissent considérablement, et on n'entrera pas dans les détails, mais il est vrai que notre système de santé est bancal. Une des raisons, c'est que les différents acteurs ne jouent pas le jeu, et donc restent dans leur, je dirais, dans leur enclos, dans leur domaine de confort, sans se poser des questions sur comment créer des relations avec, par exemple, les universités, avec la société, les universités avec les professionnels, les universités avec le pouvoir politique, les assurances santé. Ce sont des îlots qui sont tous très florissants et bourrés de talent et de ressources, mais qui n'organisent pas suffisamment de ponts, et donc il n'y a pas d'approche holistique qui fait que notre système est en train de s'écrouler. Et ce qui est vrai au niveau national peut l'être au niveau mondial. Et donc, cette vérité que l'on se satisfait de reconnaître quand on est dans son laboratoire, il explose lorsque l'on regarde l'évolution de la société et du monde. Et ça, je pense que c'est dans notre réseau, on appelle ça la responsabilité sociale, c'est d'accepter que chacun, dans son cadre professionnel et de compétences, est capable de s'ouvrir à autre chose pour pouvoir contribuer au bien-être commun. C'est évidemment très compliqué parce qu'on n'y voit pas toujours un intérêt, parce qu'il n'y a pas de directive claire, parce qu'il n'y a pas d'éducation dans ce domaine-là. Et dans un monde qui est très spécialisé, très verticalisé, les transversalités deviennent assez rares. Oui. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, Denis, un grand merci pour cet exposé qui vraiment nous a beaucoup plu. Merci beaucoup. Alors, je vais, si vous voulez bien, annoncer les prochaines conférences, puisqu'on est le mercredi 21 juin. C'est une conférence FEFOG-GRISOF. FEFOG, c'est la Fédération francophone d'obstétrique et de gynécologie. Et ce sera une conférence sur prématurité et réseau de périnatalité. Le 22 juin, c'est-à-dire le lendemain, jeudi 22 juin, avec Yves, nous ferons un exposé de fin d'année sur le numérique n'a pas fini de bouleverser nos vies et nos pratiques en santé, parce qu'il y a tellement de choses qui explosent actuellement entre ChatGPT et puis tout cela. On a voulu recentrer un peu les choses dans le domaine de la santé et essayer de réfléchir aux problèmes éthiques que ça pouvait poser. Et puis, le mercredi 12 juillet, une conférence FEFOG-GRISOF, encore une fois, qui sera consacrée à l'endométriose. Eh bien, merci à tous, merci à ceux qui ont participé, merci Charles pour tes interventions, merci Denis et Véronica, et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup, Étienne, et à bientôt. Un grand plaisir de t'entendre. On se voit. Donc, je vais signaler à Yves qui a dû s'absenter, là, qu'il peut couper l'enregistrement, et de toute façon, on le coupera à ce moment-là. Eh bien, Denis, à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Bonjour.